c'est Ronan, en quasi-direct depuis l'ultime actual leader. Cette nuit, deuxième podcast à bord de la bête. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Alors, maintenant ça va faire 13 jours qu'on est en course sur la Brest Atlantique à bord de ce trimaran ultime. Pour rappel, c'est un demi-tour du monde en double Brest-Brest. À bord, il y a donc le capitaine Yves Leblévec, avec qui on a passé un quart ensemble l'autre fois, et le co-skipper Alex Pella. Moi je suis médiaman, passager clandestin. J'ai pas le droit de participer à la performance, juste là pour témoigner. Cette fois, pour commencer ce podcast, je suis sorti de ma banette et j'ai décidé d'aller à l'autre bout de l'endroit fréquentable de la coque centrale, à l'arrière. C'est un grand espace vide et noir. Au sol, en bas de la coque, ce n'est pas très large. Mais en haut, au-dessus de moi, c'est beaucoup plus grand. Et on aperçoit le système de barre et de pilote automatique. Une grande roue en carbone, des bouts, des câbles, des vérins, un vrai bordel situé sous la poutre arrière du bateau. Tout à l'arrière, il y a une petite trappe de sécurité rectangulaire à la hauteur des yeux. Elle est presque tout le temps entrouverte parce que c'est la seule aération de toute la coque. Quand on l'ouvre en grand, on se retrouve devant une petite plage arrière de 1 mètre carré, le safran est en dessous. Et la mer est pratiquement à la hauteur de notre tête. Là, vu qu'on va assez vite, il y a carrément une partie du sillage qui passe au-dessus de moi. C'est assez déroutant, mais moi j'aime beaucoup ce point de vue. Par contre, c'est un des endroits du canot qui bouge le plus. On est au début des 32 mètres de coque, au niveau des 3 safrans. Du coup, on ressent tous les mouvements du pilote automatique. Droite, gauche, en permanence il corrige. Aujourd'hui, malgré la vitesse et le fait qu'on soit dans les 40e rugissants, la mer est assez calme. Ici, c'est aussi les chiottes, les toilettes. En fait, il y a juste un seau. Et un petit panier avec du PQ, des lingettes et des sacs, le tout biodégradable. Tu mets le sac dans le seau, tu t'assois et tu te lances dans un grand rodéo. Il n'y a même pas de poignée, juste des espèces de renforts en carbone de la structure de la coque auxquels il faut s'agripper tant bien que mal avec ses mains. Quand il y a de la mer, c'est vraiment l'angoisse. Une fois qu'on a fait popo, on jette le sac par la fenêtre. C'est une vraie poésie sans nom de regarder sa merde voguer quelques secondes. Alors, quand on avance vers l'avant, c'est toujours aussi vide, mais en ce moment, il y a nos sacs de vêtements qui sont là. Et merde. Donc il faut enjamber plusieurs cloisons sans se péter la gueule. Ensuite, là, il y a une deuxième banette. La banette rodéo, la banette de la mort. Quand on est près de l'équateur, il fait vachement plus frais ici. Du coup, ça m'arrive d'essayer de dormir dedans. Mais elle est suspendue à plus de 2 mètres de haut. C'est déjà une mission pour grimper et sortir de la banette. Et une fois qu'on est dedans, on se fait balloter dans tous les sens, c'est l'horreur. Dans ce même espace, au sol, il y a les réserves de bouffe. Un panier sous vide par personne et par semaine, des outils, du matos de rechange, et les fameuses TPS, ces combinaisons de survie si jamais le bateau coule. Il y a un panier de fruits au plafond, il n'y a plus que des oranges maintenant. Il y a aussi tout l'envers du décor des systèmes de winch. En fait, au-dessus, il y a Alex dans le cockpit, et c'est un enchaînement d'engrenages et de tubes en carbone, un peu comme des boîtes de vitesse transmission à nu. Si jamais Alex choque au-dessus, le bruit du boot qui dérape sur le winch est ici amplifié. Plus de 200 décibels apparemment. En gros, ça rend sourd. Alors enfin, on va arriver en dessous de la pièce de vie. Il y a d'abord l'hydrogénérateur au sol qui fournit toute l'énergie du bord largement quand le bateau avance bien. Sur la gauche, sur bâbord, il y a toute l'électronique sur plusieurs grands panneaux à la verticale. C'est Las Vegas. Ordinateur, pilote automatique, routeur, serveur, tout est là. Sur tribord, en bas, près de l'autre trappe de sécurité, il y a un grab bag. Un bidon étanche avec nos passeports et un kit de survie en cas d'abandon du navire. Bon allez, on monte, et faut pas faire de bruit, il y a Yves qui dort. Alors, j'espère que vous allez m'entendre et qu'on ne va pas réveiller Yves. Ils sont bien crevés en ce moment. Il dort dans un sac de couchage de l'espace, mi-moumoute, mi-Gore-Tex, le truc a l'air incroyable. Alors, on va aller voir Alex dehors, mais avant, il faut savoir qu'Alex, catalan de Barcelone, est le mercenaire de la course au large. Un vrai pirate. Les seules courses qu'il n'a pas gagnées, c'est celles qu'il n'a pas faites. Son palmarès, je crois, c'est Mini Transat, Transat Jacques Vabre, Route du Rhum, et bien sûr, c'est l'actuel détenteur avec l'équipage de Francis Joyon du trophée Jules Verne. Je m'habille quand même avant. Ronan.
Bonjour Alex, ça va? Très bien, ça tourne là déjà ou quoi? Ouais. Je m'appelle Alex Peya, 46 ans, père de famille. Et ça fait 348 jours que j'ai pas pris une goutte d'alcool. C'est des mythos en plus, je suis sûr, hein. Exactement. Là, ça fait quoi? On est parti, ça fait 14 jours, c'est ça? Donc ça fait au moins 14 jours que t'as pas bu d'alcool? Ouais, exact, ouais. On n'a pas d'alcool à bord, donc c'est exactement ça, oui. Je suis en train de finir de bien régler le bateau, le vent un peu molli. Et il faut qu'on continue à 32, pleine balle, vers Cape Town. Déjà, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est? On est presque au milieu de l'Atlantique Sud, à 1000 milles du Cap de Bonne-Espérance, devant nous, et à peu près à 2500 milles du Cap Horn derrière nous. Latitude 42 sud. On vient hier soir, on a passé l'île de Gold. Je sais pas très bien le prononcer, non, c'est pas comme ça, Gold. J'ai aucune idée, j'y arrive pas non plus. Qui est un petit caillou qui est juste au milieu de l'Atlantique, au milieu de nulle part. Est-ce que maintenant tu peux me dire un peu la situation en termes du vent et de course, tu vois comment on est situé, qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait on a fait toute la course, on était tout en quatrième. Il y a eu des relancements de la course et des effets accordéons par rapport à la flottille de 4 bateaux. Il y en a eu un à Rio où on s'est tous rassemblés. Puis en partant de Rio Cabo Frio, il y a vraiment des conditions de mer très compliquées où on ne pouvait pas aller vite parce qu'on a quand même un bateau qui reste collé à l'eau. Alors que les autres, nos camarades, c'est des bateaux qui arrivent à décoller, qui passent mieux la vague. Donc ils sont partis, petit à petit, ils ont quitté, ils sont partis devant. Et là, ça retamponne, on peut dire ça par devant, comme à l'arrivée de Rio. C'est-à-dire que devant, nos camarades, ils ont moins de vent. Et nous, on arrive par derrière, pleine balle, avec du vent, ce qui est génial. Ouais, de ce que j'ai compris, en fait, on a suivi une dépression. Enfin, on a même galéré à s'extirper de cette dépression. Et en fait, on arrive dans un anticyclone. Et eux, ils sont déjà dedans, c'est ça? Exactement. On a changé de système. On est passé d'un système dépressionnaire. Là, on rentre sous l'anticyclone. Donc, on a du vent. En ce moment, on a 23 nœuds de vent avec un bel angle. Le bateau il file à 30 nœuds, donc c'est génial. Et comme nos camarades sont en avance, ben, ils se retombent dans une zone moins ventée, avec un axe de vent aussi moins bon que le nôtre. Donc, sans doute à manœuvrer beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on est vraiment en rattrapant. Je crois que hier, le premier était autour de 450 000 devant nous. Et je pense que demain après-midi, il sera à 100 000 devant nous, 150 000. Quoi. Donc c'est vraiment encourageant, on peut dire ça comme ça. Le moral à fond. Et ça caille un peu, est-ce que tu peux me dire comment t'es habillé Oui, en fait, il a commencé à faire frais quand on est rentré dans le sud, parce que l'eau commence à être fraîche. Même si on est l'été de l'hémisphère sud, on est en mer. Il faut dire un truc que même si on a latitude 42 dans le sud, comme là, on est vraiment plus proche des glaces que dans l'hémisphère nord quand t'es 42 nord. Quoi. C'est pour ça qu'il fait plus froid. On a la chance par contre d'avoir du vent de nord, donc il fait pas trop froid. Ici à cet endroit, quand tu as du vent de sud, il pèle. Quoi. Il fait vraiment très froid. Et là en fait moi je suis quelqu'un qui n'est pas très frileux et j'aime pas trop m'habiller beaucoup parce que c'est pas très confort, on va dire ça comme ça, dès qu'il faut manœuvrer. Donc j'ai une bonne paire de chaussettes d'hiver. Des mailles, disons numéro 2, moi j'appelle ça, je grée ça par numéro, c'est pas de l'épi fine, c'est un truc moyen, on va dire ça comme ça. Là-haut j'ai un top numéro 1, c'est-à-dire une petite couche, plus une polaire, on va dire numéro 3. Hein. Et j'ai quoi encore? Donc un pantalon ciré, un top de ciré avec les coups en caoutchouc, une belle cagoule pour l'hiver, donc néoprène extérieur et polaire à l'intérieur. Et quoi encore? Des caleçons que j'ai oublié, bien sûr, je mets toujours des caleçons. Et une paire de bottes Gore-Tex en cuir. Et ça va? Et ça va, si je m'arrête, j'ai juste un peu froid, comme en ce moment quand je discute avec vous. Si je commence à mouliner machin, ça va très très bien. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu as fait depuis le début du kart? Bon, ben honnêtement, ça c'est une allure super pour nous. Parce que comme déjà on va dans une zone où il n'y avait pas de vent et on arrive avec le vent, il n'y a pas de mer. Donc la mer est calmée, puisque la mer elle est générée par le vent. Et je répète, on va dans une zone où il y a 5 heures, il n'y avait pas beaucoup de vent. Et nous on arrive avec 20 nœuds, donc la mer est vraiment aplatie et c'est vraiment un plaisir. C'est ce qu'on appelle un tapis devant nous. C'est magnifique. On n'est pas très toilé, on a 2 riz et le J3. Le bateau il glisse bien, on avait de l'air jusqu'à maintenant. Et je pense qu'il va falloir renvoyer, on va vite, hein, mais il va falloir renvoyer parce que sinon, ce qui se passe c'est qu'on n'arrête pas de chercher la vitesse, donc on l'offre. Et on va aller sur une zone où il n'y a pas trop de vent, ce qui n'est pas trop intéressant.
Donc on va renvoyer de la toile, on va commencer par la grand voile, on a 2 riz, on va passer à avoir un riz. Et je pense que dans quelques heures, on changera la voile d'avant, on passera le J3 qui est le petit phoque, on passera au J2 qui est le phoque intermédiaire. C'est quoi la polaire? Et c'est un espèce de chiffre de référence, c'est ça? Et tu t'en fies beaucoup ou... La polaire, moi déjà, c'est pas un habit pour avoir chaud sur le bateau. Ça, c'est ce qu'on met nous. Mais la polaire du bateau, c'est-à-dire, c'est comment dire, l'estimation de vitesse. Là, on l'a en pourcentage et on l'a aussi en nœud, c'est-à-dire en vitesse pure. L'estimation d'après les conditions de vent et les caractéristiques du bateau. Ça, c'est une donnée qui est très importante pour nous. Surtout, pas que pour le direct, mais pour tracer nos routages. C'est-à-dire, pour avoir notre route idéale, on rentre dans la machine qui est un logiciel, très joli logiciel qui s'appelle Adrena. On rentre notre polaire et les conditions météo à travers un fichier. Et ça nous trace sur notre carte une route idéale. Donc pour ça, c'est très important la polaire. Et après, on s'en sert en direct, comme maintenant, tu vois, le bateau il navigue. Et je vois qu'il y a marqué 80% de la polaire, ce qui n'est pas super bon. Il faut être à 100% toujours. Voir un peu plus, c'est ça? Exactement, oui. En fait, il faut jouer. C'est un bel outil de référence, la polaire en direct. Après, il faut voir aussi les conditions qu'on a. Parce que ça, c'est une polaire mer plate. Par exemple, l'autre jour, on faisait du 75%, on était content parce que si on faisait 100%, on allait tout péter, tout exploser tout le bateau. Donc, Depuis tout à l'heure, tu arrives quand même à maintenir la cadence alors que le vent, il fait que tomber. Comment tu t'es débrouillé? Oui, en fait, parce que je suis très fort déjà. Tu fais comme ça avec la tête, oui, c'est très fort, c'est pour ça que je suis là. Mais en fait, j'ai réglé les voiles. Sur le bateau, il y a ce qui va en l'air, c'est-à-dire tu as les voiles, et ce qui va dans l'eau, tous les appendices. Donc on a en voile en ce moment, on a une grande voile avec 2 riz et un J3 qu'on peut régler donc avec une incidence par rapport au vent. C'est-à-dire on a une écoute et un chariot sur la grande voile. Et la voile d'avant, pareil, il y a une écoute et une ouverture en latéral. On joue un peu avec ça. Et dans l'eau, on a le foil, un foil qui est sur le flotteur, très puissant. Il y a juste un montée-descente, il n'y a pas de réglage d'incidence. Et derrière, un safran qui est fixe, mais qui a un réglage d'incidence. En fait, on arrive à jouer avec tout ça quand il y a beaucoup de vent. Avec les mêmes voiles et les mêmes appendices, on peut décharger un peu le bateau. Ce qui nous permet de garder les voiles sans devoir les changer, parce que c'est des voiles très grandes et très lourdes qui demandent beaucoup d'efforts pour les changer. Donc avec ça, c'est bien parce qu'on arrive à gérer les mêmes voiles pendant très longtemps. Et là, le vent l'a molli. Donc il y a quelques heures, j'ai tout repris, les écoutes, machin tout, j'ai enlevé un peu d'incidence et c'est pour ça qu'on est arrivé à garder la vitesse. Par contre, je commence à m'énerver parce que je vois le compteur là qui descend et je vais réveiller mon camarade et on va mouliner un peu, faire un peu de sport. Je vois qu'il dort profondément, donc j'ai un peu les bouts de le réveiller, mais le boulot c'est le boulot. Hein. On va renvoyer. Ouais. C'est facile quand quelqu'un qui a du plaisir à dormir, pas facile de le réveiller, mais bon, c'est comme ça. Hein. Surtout l'espèce de sac de couchage, je suis quand même hyper jaloux de votre truc. Hein. Il est dingue. Hein. Ouais, ça c'est top. Hein. C'est le meilleur endroit du bateau. Là, quand tu es là-dedans, il t'oublie tout, c'est top quoi. Et du coup, là, c'est quoi la manœuvre et combien de temps ça va prendre à peu près? J'avais déjà préparé la drisse qui sert à monter la grand voile sur le petit winch. J'ai préparé le Cunningham qui est le bout qui retient la grand voile par en dessous. Donc il faudra là choquer le chariot, choquer l'écoute, déventer qu'il n'y ait pas de vent dans la voile, enlever le Cunningham pour pouvoir monter la voile et se mettre 2 personnes, donc mon camarade et moi sur la colonne. Mouliner pendant 10 minutes, on va dire, 10 minutes pour monter là-haut. Là-haut sur le mât, la grand voile, il n'est pas un appui sur la drisse, mais sur une pièce, c'est une espèce de crochet, un hook. Donc clac, l'appuyer là-dessus, donc la bloquer et reprendre le chariot, la grand voile et le Cunningham. Ça c'est un boulot, ça va nous prendre à peu près un quart d'heure à mouliner. On va faire un petit réveil musculaire pour Yves qui a l'air en pleine forme. À chaque fois, je vous demande le poids de la voile, mais vous savez jamais comment répondre. 1 kg le mètre carré. Et je vous en mets combien, monsieur? Voilà. Et 250, voilà 10 qui font 100. C'est ça à peu près 250 kg de tissu et je pense qu'il y a bien une quarantaine de kilos de latte. Et voilà, c'est le son que j'aime bien. La machine est repartie. C'était l'objectif. Hein. Voilà, la vie est belle à 30 nœuds. Et c'est dingue comment on va beaucoup plus vite que le vent. Quoi. C'est
le privilège de nos grands multicoques là, qui sont des machines à fabriquer du vent quasiment. C'est-à-dire que le vent de notre vitesse est exploité pour notre vitesse. C'est les raisons pour lesquelles on a des voiles très bordées tout le temps, avec beaucoup d'efforts dessus. Une très belle photo pour toi devant nous, c'est un phénomène extra naturel. Regarde ça. Oh putain, c'est dingue. Et c'est un lever de soleil sous les nuages, non, je pense. Exactement, ça a l'air, ouais. Le ciel est bien gris et il se confond avec la mer. Il y a juste un petit trait orange devant nous. Très sympa. Bon, merci Alex. Merci. C'est vrai? Ça a vraiment existé? Ça a vraiment existé?